Bienvenue sur le podcast Au cœur du réseau, réalisé par Purpan Alumni. Je suis Gwenaëlle et pour cette nouvelle saison, nous nous attaquons à un sujet central et complexe. Agriculture et politique. Comment et pourquoi agir pour une juste rémunération de nos producteurs et filières agricoles dans le contexte actuel ? Derrière cette vaste question se cache une réalité qui implique au quotidien agriculteurs, transformateurs, distributeurs, en tant qu'acteurs économiques, mais aussi les consommateurs, la société civile et nos responsables politiques. Et si on payait le juste prix pour permettre à ceux qui nous nourrissent de vivre dignement et de rendre des services à la société ? La rémunération des producteurs est aussi insuffisante, voire parfois indécente. S'il est possible d'imaginer quelques leviers collectifs de régulation, chaque acte d'achat individuel est aussi un acte politique, que ce soit au marché ou au supermarché. Le sujet de la rémunération est clé, car il structure tout le reste dans un contexte d'aléas liés à des crises mondialisées de plus en plus fréquentes, à la finitude des ressources extractives et au changement climatique. S'attaquer à ce sujet, c'est vouloir agir sur les modèles économiques et la régulation des marchés, pour assurer le renouvellement des agriculteurs, notre souveraineté alimentaire, l'entretien du territoire, l'environnement, la biodiversité et la santé de chacun. Pour explorer toutes ces dimensions, nous avons choisi de traiter cette problématique en 4 épisodes mensuels d'ici la fin de l'année. Et nous commençons aujourd'hui par un angle souvent évoqué et que nous avions envie de creuser, le rôle du consommateur. Peut-il vraiment faire bouger les lignes ? Est-il prêt à payer plus pour une agriculture plus utile et plus juste ? Ou ses convictions s'arrêtent-elles devant son propre pouvoir d'achat et l'étiquette du prix ? Existe-t-il un moyen d'allier défense du portefeuille et juste rémunération des agriculteurs ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Dauvert, expert reconnu de la grande consommation, diplômé de Purpan, membre actif de notre réseau Alumni. Depuis plus de 25 ans, il observe les comportements d'achat, les stratégies des enseignes et les paradoxes de notre société de consommation. Ensemble, nous allons décrypter ce qui se passe entre le champ et le caddie, comprendre où va réellement 1 euro quand on achète un produit alimentaire et réfléchir à ce qu'il faudrait, vraiment, changer pour que chaque maillon de la chaîne puisse vivre dignement de son travail. Un épisode qui bouscule les idées reçues, éclaire les contradictions et donne des clés d'action. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, tu es diplômé de Purpan, de la 70e promo. Tu fais figure aujourd'hui de référence incontournable dans le monde de la grande distribution et de la consommation. Si tu devais décrire ton parcours et ta mission avec 3 mots qui n'ont rien à voir avec ton métier, lesquels choisirais-tu ? Premier mot, transmettre, puisque c'est ce que je fais matin, midi et soir, d'expliquer ce que je sais. Je mettrai un deuxième mot, fantaisie. Le mot étant le sens contraire de se prendre au sérieux, puisqu'en fait c'est ça l'idée, on peut parler de choses sérieuses, de le faire de manière rigoureuse, scientifique, étayée, mais sans forcément être chiant. Voilà. Donc s'il faut choisir un seul mot, je dirais fantaisiste. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, ils vont penser à mes tenues, mais la tenue n'est que l'illustration de ça. C'est pas ça qui fait le cœur du sujet, mais encore une fois, on peut parler de choses sérieuses, importantes, graves, voilà, sans se prendre au sérieux. J'aurais pu mettre légèreté aussi plutôt que fantaisie éventuellement, mais voilà. Un troisième mot, expérience, parce que je me rends compte, comme tous ceux qui vieillissent, que c'est formidable tout ce qu'on emmagasine avec le temps, parfois sans s'en rendre compte, et qui fait qu'à 30 ans, on a l'impression de tout savoir, à 40 ans aussi, à 50 ans aussi, à 55 ans, comme c'est mon cas aujourd'hui aussi. Et pourtant, si je suis modeste, je me dis que dans 10 ans, j'en saurai encore davantage. Et donc, en fait, cette idée de l'expérience qui accumule le savoir, elle est intéressante quand on a comme mission de transmettre. Parce que plus on a à transmettre, mieux c'est. Transmettre, fantaisie, expérience. Peux-tu nous parler de tes activités, car tu es à la fois journaliste, éditeur, conférencier, formateur et analyste. Comment en es-tu arrivé là ? Un peu par hasard, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise de presse agricole basée à Rennes, qui éditait des magazines dédiés à l'élevage de volailles, de lapins, de la production laitière, et qui avait aussi une revue dédiée à la grande distribution qui s'appelait Linéaire. Et puis, le hasard a fait que je m'y suis plu et que j'y suis resté, et que le rédacteur en chef de la revue précédente étant parti, me l'a proposé. J'en ai créé une qui s'appelle Rayon Boisson, et pendant une dizaine d'années, j'ai été rédacteur en chef de magazines professionnels sur la conso, mais pour les pros. Et puis un jour, je me suis dit qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié. Donc j'ai monté ma boîte d'édition, petite, qui a vocation à rester petite. On est 4, on est tous associés,
Je ne veux pas avoir des gens qui me rapportent. Je veux juste avoir des gens qui travaillent pour eux et pour un projet commun, mais surtout pas pour moi, parce qu'on ne travaille pas bien quand on travaille pour les autres, c'est ma conviction. Et donc, cette petite boîte-là, elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a le culte de la non-croissance, ça veut dire le but, c'est pas de se développer, c'est que chacun fasse que des choses qu'il aime faire. Voilà. Et moi, ça tombe bien, j'aime voyager, voir des magasins, leur raconter, en faire des films, montrer des photos, en nourrir mes conférences de ce que je vois, l'expliquer désormais au grand public à travers de mes émissions radio-télé. Et donc, en fait, pour faire simple, je passe la moitié de mon temps à voir des magasins et l'autre moitié à leur raconter. Et en fait, j'ai trouvé plein de façons de leur raconter. Et comme fait pas exprès, parce que j'aurais presque tendance à dire qu'on ne l'a pas théorisé avant, on arrive à en vivre. C'est formidable. Donc, on continue. Ouais, tu es devenue une figure quand même en plus aujourd'hui. Tu échanges régulièrement avec les dirigeants des plus grandes enseignes de distribution françaises. Comment expliques-tu la place et le positionnement que tu as su construire dans cet univers très fermé ? Tu dis souvent tout fort ce que certains pensent tout bas. Est-ce que tu penses que ça pousse la grande distribution à se remettre en question ? Alors, il y a deux mots qui nourrissent ma façon de travailler à présent quand on est dans ce que je produis, c'est-à-dire dans les livres que je fais, dans mon fil LinkedIn, dans mon blog, dans mes chroniques à la radio, à la télé. Ces deux mots, c'est exigence et liberté. Exigence, ça veut dire on ne cède pas à la facilité de balancer des trucs juste parce que c'est dans l'air du temps, c'est ce qu'on a envie de voir, d'entendre ou de lire. Non, je suis exigeant dans l'analyse que je fais de la situation. Donc, au bout d'un moment, quand vous finissez par avoir des analyses qui sont reconnues comme étant un peu solides, un peu structurées, on vous écoute plus facilement. Voilà. Et donc ça, c'est la conséquence de l'exigence, y compris dans le niveau analytique que l'on doit mettre quand on parle de commerce et de conso, et accessoirement pour que des gens qui soient des patrons d'enseigne finissent par se dire « Tiens, ça vaut le coup de l'écouter ou de le lire ». Parce que ces mecs-là, ils sont quand même autrement plus brillants que moi, et pour se dire, mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Donc, avoir l'oreille de quelqu'un, mais dans la vie, c'est ça aussi, avoir l'oreille de quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un-là, il a compris qu'il avait un intérêt à vous écouter. Alors, pas intérêt au sens pécunier financier, intérêt au sens nourrir sa propre réflexion, sa pensée, lui montrer des choses faites ailleurs par ses concurrents qu'il n'avait pas vues, donc ça lui est utile à lui, donc en fait, c'est ça. Donc ça, c'est il faut être exigeant dans ce que l'on produit. Et le deuxième mot, c'est liberté, c'est-à-dire que si je mets le début du quart d'un filtre dans ce que je produis, que je ne suis pas libre parce que j'ai peur de froisser un tel, parce que l'autre m'a acheté de la publicité chez moi, ou il m'a donné de l'argent pour du conseil, ou je ne sais pas quoi, je ne suis plus libre. Et donc, par exemple, je refuse systématiquement toutes les missions de conseil qu'on me propose. Et Dieu sait qu'on m'en propose. Il y a 0 conseil. Parce que si je fais du conseil, même à petite échelle, pour Carrefour, Leclerc, Danone, ou je ne sais pas quelle autre marque, comment voulez-vous après que je dise ce que je pense ? Mon regard, mon analyse va être biaisé. Donc, en fait, je ne serai pas très exigeant dans l'analyse, puisque je suis intéressé. Et donc, c'est aussi une conséquence, cette liberté du fait que ma boîte, elle grandira jamais, mais je m'en fous. C'est-à-dire, on ne sera pas gros, parce qu'on pourrait peut-être se développer plus, accepter des missions de conseil, recruter des consultants. Ouais, mais je me ferais chier. Parce qu'à partir du moment où on met un filtre dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on écrit, c'est plus soi-même. Donc ça peut paraître bizarre à entendre, mais je trouve que au moment de faire le compte d'exploitation de ma boîte, tant qu'elle me permet de continuer un an de plus parce qu'on est rentable, le plus important, c'est pas le nombre d'euros, c'est la liberté avec laquelle on a pu travailler. Et mes associés sont libres de travailler comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait que ce qui nous épanouit. La liberté, c'est formidable quand on y réfléchit. Et entrepreneur, c'est se donner les conditions de sa liberté, puisqu'on a de compte à rendre qu'à soi-même. C'est ça la liberté. Tout à fait. Dès lors qu'on a un chef, par principe, on doit commencer par répondre à son attente. Alors si ça correspond pile poil à ce qu'on aime, super. Mais moi, je préfère encore décider de ce que j'aime. Chef partenaire, parce que si tu avais de la grande distribution qui aurait investi ou quoi, ça te bloquerait. Donc, non, mais par principe, le client devient chef. Si Carrefour me paye des journées de conseil pour l'accompagner dans sa réflexion stratégique, il devient mon chef, puisque c'est mon client, donc c'est le payeur. Qui a le pouvoir ? Celui qui paye. Donc ça ne veut pas dire qu'on vit de rien, mais ça veut dire que jamais dans ce que l'on fait, on est missionné par quelqu'un en particulier pour dire « Tiens, réfléchis pour moi sur ce sujet ». Par contre, ils sont tout à fait libres d'acheter mes livres, ça, bien sûr. Voilà, mais ça sera le même livre qui sera acheté par Leclerc et par Carrefour.
Donc il n'aura pas été écrit pour l'un ou pour l'autre. Donc en fait, ma liberté n'est pas entachée par ça. Ce qui est passionnant dans ton approche, c'est justement ta capacité à relier les données terrain, les comportements d'achat et les grandes tendances sociétales. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe du côté du consommateur. Parce que l'on parle de juste rémunération des agriculteurs, on évoque trop souvent les politiques publiques, les prix des marchés ou les marges de la distribution, mais beaucoup plus rarement le rôle et le pouvoir de celui qui achète dans les fermes ou remplit son caddie. Est-ce que le consommateur alimentaire a réellement les moyens d'agir et si oui, comment ? Ou est-ce qu'on lui en demande trop, voire l'impossible ? On va entrer dans ce sujet ensemble avec des données concrètes, des exemples précis et sans langue de bois. C'est parti ! Ma première question, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que dit la loi Egalim sur les relations entre la grande distribution et les agriculteurs ? Qu'est-ce qui est concrètement demandé aux enseignes pour mieux rémunérer les fournisseurs ou producteurs ? Et surtout, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de l'application de cette loi en rayon ou lors des négociations avec des répercussions positives pour l'agriculteur ? Alors, déjà, on va faire un petit préambule sur le fait que depuis toujours, en tous les cas, moi, ça fait 34 ans que je m'intéresse, 35 ans avec mon année de stage au sujet de commerce et de conso, ça fait 35 ans que le législateur essaye d'encadrer les relations commerciales. Alors, il y a eu plein de lois. Alors, la dernière, celle qu'on connaît maintenant, c'est Egalim, qu'il faut d'ailleurs apprendre à subdiviser parce qu'il y a Egalim 1, 2, 3, enfin bon, voilà. Avant, il y avait les lois LME. Avant, il y a eu la loi Galland, la loi Dutreil. Bon, voilà, je peux en faire plein des lois comme ça. Parce qu'il y a cette volonté de dire il faut réguler. Je ne conteste pas le principe intellectuel de la régulation. Je ne suis pas un affreux libéral. Simplement, force est de constater qu'aucune des lois n'a jamais atteint son objectif. Jamais. Parce qu'au final, le marché est plus fort. Mais le marché, ce n'est pas un vilain mot, encore une fois, de néolibéraux, c'est le consommateur. Ça veut dire que si le consommateur ne modifie pas sa façon d'acheter, le produit ne peut pas embarquer plus de valeur pour mieux rémunérer l'agriculteur. Il se trouve qu'à titre bénévole, je suis par ailleurs administrateur de C'est qui le patron, qui est une coopérative de consommateurs qui s'est donné comme mission noble de mieux rémunérer les agriculteurs producteurs de lait. Aujourd'hui, c'est 540 € la tonne, c'est entre 50 et 70 € la tonne de plus que le lait conventionnel classique pour un éleveur qui n'est pas dans la démarche. Pourquoi ça marche ? Parce qu'en bout de chaîne, il y a un client qui achète de le payer 1,27 €. Parce que la valeur, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'une loi dirait il faut mieux payer l'agriculteur que ça va marcher. Si le consommateur ne paie pas davantage, que la loi dit qu'il faut mieux payer l'agriculteur, ça veut dire que les gens entre les deux, ils acceptent de donner une partie de leur marge à l'agriculteur. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'intellectuellement, aucune des lois n'a adressé le problème dans sa globalité, qui est de dire c'est le conso qui a la capacité de faire que l'agriculteur vive mieux ou moins bien. Et entre les deux, il faut évidemment installer une forme de fluidité pour qu'il n'y ait pas des poches qui absorbent la marge sans la faire circuler. Mais le point de départ, c'est quand même ça. Et la loi Egalim, elle ne fait rien en tant que telle pour que le lait soit acheté à 1,20 € par le client plutôt que 95 centimes. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que par principe, une loi se heurtera toujours à cette réalité. Donc ce qu'Egalim a voulu faire, c'est de redonner un peu de pouvoir aux agriculteurs, en tous les cas à l'amont, pour que la part de la matière première dans le prix d'un yaourt, dans le prix d'un camembert, dans le prix d'un steak haché ne soit pas négociable. Ça veut dire, on dit, pour produire un litre de lait, il faut, admettons, que l'agriculteur y touche 470 € la tonne. Ce lait, qui sert ensuite à faire des yaourts, ça devient la matière première du yaourt ou du camembert. Eh bien, dans la négociation, Carrefour, Leclerc, Auchan, les distributeurs doivent accepter que le 470 ou le 480 €, c'est non négociable. Voilà. Bon, mais rien ne les empêche d'aller acheter du lait à l'étranger, parce qu'il y a la libre circulation des biens et des marchandises. Donc, l'idée, elle est bonne. C'est-à-dire on sanctuarise, c'est le terme, on sanctuarise le coût de la matière première dans la négociation, mais c'est tellement facile à contourner que ça n'a pas produit tous les effets. Okay. La deuxième mesure concrète, c'est de dire les distributeurs doivent marger au moins à 10%. Ça, c'est dans Egalim. Egalim impose aux distributeurs une marge minimum de 10% sur tous les produits alimentaires vendus en grande distribution. Parce que l'idée, c'était de dire, si les distributeurs arrêtent de se faire la guerre sur certains produits qu'ils margent à 0, alors ils vont pouvoir redonner une partie de ce qu'ils vont gagner là
aux agriculteurs par ailleurs, ce qu'on appelle le ruissellement. Il n'y a pas plus utopiste comme idée que d'imaginer qu'on peut organiser le ruissellement. Carrefour a gagné 10% sur le Nutella alors qu'avant il gagnait 0, donc il va acheter les pommes Golden X% plus cher. Sur le papier peut-être, en réalité ça ne marche pas comme ça la vie. Et donc encore une fois, c'est l'illustration qu'une loi ne peut pas tout. Et moi j'ai des propositions, parce que dans ma position aujourd'hui d'observateur, d'analyste, je ne fais pas que un métier de journaliste, je suis aussi une espèce d'agitateur bénévole à chaque fois, puisque ce n'est pas des projets commerciaux, pour se dire comment pourrait-on faire pour modifier la demande du consommateur ? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a le pouvoir. L'origine est une façon de faire. Si on sait d'où vient ce qu'on a acheté, précisément, alors on peut l'intégrer comme une information qui va modifier une décision d'achat. Si je sais que le blé qui sert à faire ce biscuit, il n'est pas français, mais qu'il est allemand, tchèque ou ukrainien, ou je ne sais pas d'où, c'est un élément d'information qui va peut-être modifier mes achats pour que les clients qui le peuvent et qui le veulent l'intègrent comme un élément. Mais si on ne le sait pas, puisqu'aujourd'hui on ne sait que quand c'est français, on ne nous dit pas quand c'est pas français. On nous dit même parfois un truc très hypocrite qui s'appelle UE, origine UE. Mais je suis sûr qu'il y a des tas de consommateurs, quand ils voient sur un plat cuisiné à base de poulet, qui voient origine UE, ils se disent que le poulet il est peut-être français, puisque la France est dans l'UE. En réalité, dans ces cas-là, il est polonais. C'est pas grave, j'ai rien contre les Polonais, mais moi je voudrais que ça soit écrit Pologne en aussi gros que c'est écrit France. Bien sûr. Et à ce moment-là, le client pourrait modifier ses actes d'achat. Et si les clients arrêtent d'acheter un plat cuisiné parce qu'il y a marqué Pologne en gros, pour acheter celui qui est à côté où il y a marqué France, qu'est-ce qui va se passer ? L'industriel qui a acheté du poulet polonais pour faire sa recette, il va se dire en fait ça se vend moins bien. Je vais peut-être acheter du poulet français. S'il achète du poulet français, qu'est-ce qui va se passer ? Il va soutenir les cours. Loi de l'offre et de la demande. S'il soutient les cours et qu'on n'a pas 3 écolos qui nous empêchent d'ouvrir des poulaillers, on va bâtir des poulaillers parce qu'il y a des agriculteurs qui seront contents de créer des poulaillers puisqu'il y aura un débouché. Mais donc, la démonstration que tout part du conso. Et c'est pour ça que là, maintenant, on va parler un peu plus de ce que les Français sont prêts à faire. En octobre dernier, on a entendu Michel Biérot, le numéro 2 de Lidl en France, qui disait, je cite, « Le consommateur n'a qu'une priorité, c'est de remplir son assiette. Et il le fait avec des conserves de thon plutôt que du saumon, du steak haché plutôt que de l'entrecôte. » Toi qui analyses les comportements d'achat depuis des années, est-ce que les Français sont prêts à payer plus pour manger mieux ? Pour mieux aussi rémunérer les producteurs, pour agir sur l'environnement, la santé, ou est-ce que c'est surtout un discours de façade ? Comment cela pourrait-il changer ? Si on met de côté les 20% de la population française qui sont objectivement dans la difficulté à remplir les placards et le frigo, ne serait-ce que pour ce besoin primaire qui s'appelle manger. Donc effectivement, il y a une part de la population aujourd'hui qui est dans un niveau de paupérisation qui fait que on ne va pas commencer à leur expliquer qu'il vaut mieux soutenir telle ou telle filière. Eux, ils veulent manger. Ça en laisse quand même 80%. Ces 80%-là, leur sujet, c'est l'arbitrage. Ils arbitrent entre différentes sollicitations. Ils ont plus de désir qu'ils n'ont de capacité. Leur vouloir d'achat est supérieur à leur pouvoir d'achat. Donc, ils en ont le sentiment qu'ils sont dans la difficulté. Mais c'est plus parce qu'ils en veulent trop par rapport à ce qu'ils ont. Et donc, ils arbitrent en permanence. S'ils veulent absolument se payer une semaine au ski, au soleil, qu'ils veulent avoir plein d'activités sociales qui leur coûtent cher, il va falloir qu'ils trouvent des variables d'ajustement à côté. L'alimentaire en est une variable d'ajustement. Mais pourquoi ? Parce qu'on a perdu le sens de la valeur de l'alimentation, mais pas tant pour soutenir les producteurs. Déjà à titre biologique, on n'apprend plus l'alimentation à l'école, il n'y a pas d'éducation à l'alimentation, il n'y a plus de transmission intrafamiliale, même du savoir-faire culinaire dans les familles. Donc au final, l'alimentaire, c'est un peu ce qu'il reste dans mon portefeuille une fois que j'ai payé tout le reste. Et donc en réalité, il faut... ces 80% de Français, ils ont tout à fait la capacité à payer plus cher leur bouffe, sauf qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Et on ne va pas leur reprocher. Ils ne voient pas l'intérêt qu'il y a à acheter plus cher tel produit parce que ça génère des externalités, c'est le terme savant, qui sont positives. Ils ne le voient pas, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas le faire. Ils préfèrent avoir une vie sociale riche d'activités diverses et variées et coûteuses plutôt que d'avoir dans leurs assiettes des trucs qualitatifs et de proximité. Je ne porte pas de jugement moral sur la conso. Je dis juste que si on veut que le conso soit le bras armé de la transition qui s'impose à nous, il faut qu'on lui donne les moyens de l'être.
Il n'y a que l'information qui permet de le faire. Donc voilà pourquoi il faut informer sur l'origine, sur le coût carbone. Quand demain vous aurez dans un rayon une brique de jus de fruits avec un coût carbone et un bocal de jus de fruits avec un autre coût carbone, quand vous aurez dans l'un de l'orange et dans l'autre de la pomme, l'un a traversé le monde, l'autre non, l'un est en verre, recyclable, réemployable, l'autre est en PET, jetable et à peine recyclé. Enfin, tous ces éléments-là, ça va modifier le coût carbone de chacun des deux produits. Et je vais peut-être me dire, ah oui, c'est vrai que quand même, ça serait mieux que je prenne ce produit que celui-là. Mais c'est parce que je le sais. Je ne peux pas le deviner. Donc, on ne peut pas juger le conso pour des actes qu'il ne fait pas, faute de savoir. Donc, il faut rendre public le maximum d'informations qui peuvent modifier la demande des consommateurs. Tu dis souvent que le prix est un signal faible aujourd'hui. Est-ce que le consommateur comprend encore ce qu'il paye et comment redonner du sens dans l'alimentation? Est-ce que le prix, c'est encore un bon indicateur de valeur pour les consommateurs? Mais le prix, c'est le seul indicateur quand je ne comprends pas ce qu'il y a d'autre. C'est juste ça. Le prix, tout le monde le comprend. Si, je reprends le cas de la brique de lait, c'est qui le patron? Ça marche. Pourtant, juste à côté de la brique de lait bleu, c'est qui le patron qui vaut 1,27 €. Juste à côté, dans le rayon, il y a un lait qui vaut 95 centimes. Juste à côté. Ce n'est pas à l'autre bout du magasin, c'est juste à côté. Et il y a une part des consos. Ce n'est pas la majorité, mais c'est déjà beaucoup. Une part des consos qui préfèrent acheter 1,27 € que 95 centimes. Mais c'est juste parce qu'ils sont blindés, qu'ils ne savent pas lire ou qu'ils ne savent pas compter? Non, c'est parce que pour eux, les 30 centimes qu'on leur demande, ça a une équivalence qu'ils comprennent. Voilà, la valeur, c'est ça. C'est l'équivalence que je comprends dans le prix qu'on me demande. Si je ne vois pas pourquoi on me demande X% de plus, je ne suis pas maso, je ne vais pas dépenser. Donc on en revient toujours à cette idée. Le prix, c'est la seule boussole qu'a le conso quand il ne comprend pas les autres signaux qu'on lui a envoyés ou même qu'on ne lui a pas envoyés. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre. Le prix, ça reste la seule chose que tout le monde comprend. Tout le monde sait lire un prix. Petite respiration avec la présentation de Purpan Alumni et on revient tout de suite avec Olivier Dauvert. Vous écoutez Au cœur du réseau, le podcast de Purpan Alumni. Mais Purpan Alumni, c'est quoi? C'est un réseau dynamique et puissant de plus de 8000 membres portés par la force du collectif au service de chacun. Que vous soyez étudiant, en poste, en transition, en recherche d'opportunités ou simplement curieux, Purpan Alumni est un véritable levier pour avancer ensemble. Avec Purpan Alumni, les talents se connectent, les idées circulent et les ambitions prennent vie. Alors, n'attendez plus, rejoignez-nous sur purpanalumni.com et téléchargez l'application Purpan Network pour vous connecter au réseau Purpanais. Tu nous as parlé de ces kits patrons. Il y a aussi des démarches comme le Made in Local qui avaient quand même pas mal explosé pendant la crise sanitaire. Quel regard portes-tu sur leur impact aujourd'hui, notamment en termes de rémunération agricole? Est-ce que cet engouement pour le local a-t-il vraiment tenu et dans quelle mesure cela peut-il contribuer à mieux rémunérer les producteurs? Le local est un levier qui est, ça va peut-être paraître paradoxal ce que je dis, sous-employé encore, alors qu'il bénéficie sociologiquement d'un terreau hyper fertile. Tout ce qui est fait près de moi est toujours mieux que ce qui est fait loin de moi. Ce n'est pas moi d'Auvers, c'est chacun d'entre nous individu. Et ça, c'est de la sociologie. Par principe, la proximité, c'est mieux que ce qui est loin, en qualité ressentie, perçue. Le riz au lait que faisait ma grand-mère dans son arrière-cuisine, qui était crasse-pouille, avec les doigts crasseux, parce qu'elle se lavait une fois par semaine, c'était le meilleur riz au lait du monde. Alors que Danone, aujourd'hui, dans ses usines, il fait un truc qui est beaucoup plus nickel en termes sanitaires que ma grand-mère. Beaucoup plus. Et pourtant, le riz au lait de ma grand-mère, il est au-dessus. Pourquoi? Parce que c'était ma grand-mère et que c'était à 2 mètres de moi. Donc, proximité égale qualité. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que dans le ressenti, c'est ça. Dans l'émotion, surtout, en plus. Non. La conso, c'est du ressenti qui se transforme en comportement. La conso, ce n'est pas de la rationalité. Parce que si on était tous rationnels, il y a des produits qu'on n'achèterait pas. Donc, la conso, c'est du ressenti. Je pense que, je ressens que, je comprends que, même si c'est faux, j'en fais un comportement. Donc, en fait, le local, pour le ressenti, le terreau, il est super fertile. Donc, bien sûr que le local est une arme, qu'il faut pousser plus loin, qu'il faut aider le conso à comprendre ce qui est local, qu'il faut peut-être mettre les kilomètres à côté pour montrer les produits où ils ont été faits, qu'il faut les rendre plus visibles dans le magasin. Je suis en train de pousser une démarche que j'appelle « Je choisis, j'agis », qui est une espèce de panneau indicateur que je rêve de voir à l'entrée des magasins, avec une grande affiche où il y a marqué « Je choisis, j'agis » pour la société et pour la planète, puisqu'il y a ces deux leviers d'action possibles. Et en dessous,
je verrai toutes les marques à impact, puisqu'on parle bien de marques à impact, qui sont dans le magasin en question. Au moins, le client sait que dans ce magasin, s'il veut donner du sens à ses achats, s'il veut agir par son choix, alors il y a tous ces produits-là. Donc je mets dedans des gens évidemment comme C'est qui le patron, je mets dedans des gens comme Fier, c'est des produits qui sont faits par des personnes en situation de handicap, je mets Café Joyeux, je mets toutes les démarches équitables, locales, sur le lait par exemple, parce qu'il n'y a pas que C'est qui le patron, hein. À Toulouse on a un truc qui s'appelle la Brique Rose de lait, ben, évidemment je le mets dedans. Voilà, toutes ces marques dont l'achat a un impact, je voudrais que le client, il y ait une espèce de GPS en fait à l'entrée des magasins qui leur dit dans ce magasin tu vas trouver ça. Et donc le local fait directement partie de ces marques à impact parce que, mais évidemment, localement, pas à l'autre bout de la France. Quand je suis à Toulouse et qu'on me dit ce produit-là il a été fait dans le Gers à l'île Jourdain, bah, ça me parle. Si je suis à Strasbourg, ça me parle pas. Mais encore faut-il que tous ces produits-là soient vus, soient reconnus. Et donc voilà pourquoi je milite pour cette espèce de GPS des marques à impact. On a choisi le logo il n'y a pas si longtemps sur tes réseaux sociaux. Ça s'appelle Je choisis, j'agis, effectivement. Et maintenant, je vais faire émerger petit à petit les magasins qui vont jouer le jeu. Là aussi, fidèle à ce que je vous ai raconté pour démarrer, c'est une démarche qui est en open source, qui est ouverte à tout le monde. Si quelqu'un veut la prendre sans même le logo qu'on a choisi, ça m'est égal. Il n'y a pas de... Qui veut utiliser le logo le fait, ça ne lui coûtera rien, ça ne me rapportera rien. Il n'y a aucune démarche d'accompagnement qui est monétisée. Donc, ça rend encore plus fort le fait de promouvoir ça, que je suis imprenable sous l'angle de dire il le fait parce qu'il va s'enrichir avec. L'argent est un formidable poison à l'efficacité parce qu'il soupçonne l'intérêt qu'on peut avoir dans une démarche que l'on fait. Quand je fais Balance ton origine, qui devient Origine Info, quand je fais Je choisis, j'agis, j'y passe du temps, non rémunéré, mais je m'en tamponne, et surtout, j'y gagne rien, mais au moins, personne ne peut dire que je le fais par intérêt. Donc, ça élimine déjà une grande partie des contrariétés que l'on peut vivre quand on n'est pas en conflit d'intérêts. Tu nous as parlé un petit peu là, tout à l'heure de labels ou de dispositifs. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le sujet ? Est-ce qu'il y a des enseignes, des labels ? Tu nous as parlé de C'est qui le patron ? Est-ce qu'il y en a vraiment pour toi qui arrivent à avoir un impact positif et durable sur la rémunération des agriculteurs ? Avec voilà, ta vision, tout ce que tu vois, est-ce que tu peux nous en citer vraiment et expliquer un petit peu pourquoi ça fonctionne ? Par principe, un label qui lui-même fonctionne, c'est parce qu'il permet d'accroître le prix de la calorie vendue. La bouffe, c'est de la calorie. Hein. C'est pas très poétique de le présenter comme ça, mais la bouffe, c'est de la calorie. Il faut manger pour vivre, voilà, sinon la vie s'arrête. Donc, chaque fois qu'on arrive à vendre la calorie plus chère qu'avant, on a créé de la valeur. Et on a plus de chances que l'agriculteur en profite que l'inverse. La question, c'est est-ce que le partage ensuite, il est où la répartition est équitable ? Mais déjà, il faut la créer. C'est le consommateur qui accepte ça. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui permet à des produits d'être vendus plus cher à fonction comparable. Un poulet, c'est un poulet. S'il est label rouge, il est payé plus cher par le conso que s'il n'est pas label rouge. Donc, on a plus de chances que l'agriculteur en début de chaîne ait été payé plus cher. Et de fait, évidemment que le label rouge est un élément qui participe à ramener, alors c'est jamais assez, hein, mais qui participe à ramener une meilleure valorisation en amont de la filière. Le label rouge, à mon avis, c'est le label qui a le plus de racines solides parce qu'il traduit une qualité supérieure. Donc, il est moins prenable que les autres. Quand vous achetez du lait équitable, que ce soit du C'est qui le patron, du Merci d'Intermarché, de la Brique Rose à Toulouse, Fair France, qui est le pionnier des laits équitables, est-ce que vous pouvez me démontrer de manière tangible que le lait est supérieur ? Difficilement. C'est pas pour ça qu'il n'est pas bien, j'ai pas dit ça. Tant qu'il marche et qu'il y a des consommateurs qui achètent, ils n'achètent pas la valeur intrinsèque du produit, ils achètent sa valeur sociale. Ils achètent le fait que l'éleveur soit mieux payé. Quand on achète du label rouge, on achète un produit qui est gustativement supérieur. C'est le cahier des charges du label rouge. Alors on trouvera toujours une exception ou deux, mais globalement, quand vous prenez du poulet fermier label rouge, du Gers, des Landes, de ce que vous voulez, et que vous le mettez face à un poulet industriel, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Et donc le label rouge, pour moi, c'est le meilleur signe de qualité parce qu'il signe des produits qui sont supérieurement qualitatifs. Donc c'est la meilleure chance que le mec qui est en amont, qui est le paysan,
il soit mieux payé. Parce que quand vous vendez les premiers prix, la probabilité que l'éleveur il soit bien payé est quand même faible. Hein. Voilà, s'il fallait en retenir qu'un, je mettrais label rouge. Après, s'il faut en mettre un autre dans la série des signes non officiels, puisque le label rouge est un signe officiel de qualité, hein, comme le bio, comme la certification, comme l'AOP, ben je mettrais une marque territoriale qui s'appelle Produit en Bretagne, qui est à mon avis le meilleur exemple d'une marque qui a embarqué une valeur sociale territoriale. C'est-à-dire que ça dit à ceux qui ont un mindset positif pour la Bretagne, soit parce qu'ils y habitent, soit parce qu'ils ont assez de connaissances, soit parce que leur imaginaire les pousse à penser qu'un biscuit breton est meilleur. Il faudra m'expliquer comment un biscuit breton est par principe meilleur que notre. Je dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis que me démontrer que par principe il est meilleur, il n'est pas né celui qui va y arriver. Mais si ça embarque dans l'imaginaire un supplément de valeur, alors tant mieux. Et donc cette espèce de labellisation, ça vient de Bretagne. Et il n'y a pas que des produits tradis, ce n'est pas une AOP. Ça peut être des yaourts industriels, peuvent être marqués produits en Bretagne. Ils ont une valeur sociale. S'ils ont été produits en Bretagne par des salariés payés en Bretagne, qui font vivre leur famille en Bretagne, ça a une valeur sociale. Hein. Ben, j'aime bien cette marque-là aussi. On comprend bien à travers ces éléments que les consommateurs naviguent entre contraintes économiques et intentions responsables. En 2024, l'inflation alimentaire cumulée depuis 2021 a atteint plus 13%, pendant que les salaires réels reculaient d'environ 2%. Résultat, les Français achètent moins, en moyenne 11 articles par panier contre 14 avant la crise, et se tournent de plus en plus vers les marques de distributeurs ou les premiers prix, bien plus accessibles. Mais dans cette équation complexe entre prix, origine et qualité, un acteur reste central, la grande distribution, qui influence à la fois les prix d'achat aux producteurs, les marges et la perception du consommateur. Alors justement, quel rôle joue aujourd'hui la grande distribution dans cette mécanique de rémunération des producteurs ? Est-elle facilitatrice ou frein à une meilleure répartition de la valeur ? Alors là, je m'en fous de me faire détester, mais rien que dans la présentation que tu en fais, la question est biaisée. Est-ce que tu as utilisé le mot « influencer ». J'ai trop d'expérience dans le commerce et la conso pour croire encore que c'est la distribution qui fait le marché. C'est le conso. Une enseigne qui ne présenterait pas des produits qui intéressent le consommateur existerait-elle encore aujourd'hui ? Non. Voilà. On va faire un peu d'économie de base. Une enseigne qui ne proposerait pas ce que les clients attendent n'existerait plus pour cause, puisqu'il y a tellement de magasins qu'on n'en manque pas. Si dans le magasin que tu vas voir, il n'y a pas les produits que tu aimes, il y a de toute façon un autre magasin pas loin. Ou sur ton parcours de vie quotidien pour aller travailler, ou à l'école, ou dans la vie sociale. Enfin, je veux dire, personne ne manque de magasins. Moi, je suis gersois, même dans le Gers aujourd'hui, qui est quand même pas le département le plus urbain de France, c'est difficile de ne pas voir dans une journée normale de mobilité classique, comme ont beaucoup de gens, au moins 2 magasins. Donc l'idée que c'est la distribution qui fait le marché, elle est totalement conne. Donc il faut lui jeter un sort par principe. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ils font les bons choix. Mais je dis que ce n'est pas la distribution qui dit au conso ce qu'il doit acheter. C'est lui. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le prix, l'observation du commerce depuis 30 ans me conduit aussi à quand même voir que les enseignes les plus performantes sont les moins chères. C'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Quand on regarde la part de marché de Leclerc, de U et d'Intermarché depuis 30 ans, ça n'a pas loin de doubler. C'est quand même assez fascinant, parce qu'ils sont les moins chers. C'est en ce sens que c'est le conso qui fait le marché. Quand Casino a explosé en vol il y a maintenant 2 ans, pourquoi Casino a explosé ? Parce que Casino était trop cher. Donc c'est bien le conso qui privilégie les enseignes qui sont les moins chères au détriment de celles qui sont les plus chères. Donc il y a cette pression du prix quotidien qui est sur la tête de tous les distributeurs. Tous, sans exception. Mais après, on va le faire différemment. Je vais même aller jusqu'à dire les distributeurs sont les meilleurs alliés des paysans. Beaucoup plus que l'industriel. Pourquoi ? Un industriel, son intérêt au sens économique, c'est d'acheter la matière première le moins cher possible. On est d'accord là-dessus ? Et c'est de vendre son produit fini le plus cher possible. Je pense que c'est facile de se mettre d'accord là-dessus. Pour optimiser, pour accroître la marge entre les deux. Comment on peut acheter le moins cher possible ? En payant le moins cher sa matière première. Peut-être même parfois en la faisant venir de l'étranger. Et puis après, comment on vend le plus cher possible ? Par le marketing, par l'originalité de son produit, par la R&D. L'industriel n'est factuellement pas un allié du paysan, puisque son intérêt macroéconomique, c'est pas d'acheter la matière première chère. C'est comme ça. Maintenant, si je raisonne,
Et je sais, en disant ça, que je force le trait, mais c'est pour faire réfléchir ceux qui écoutent sur les poncifs un peu rapides qui les animent parfois. Mettez-vous à la place de Leclerc. Est-ce que l'intérêt de Leclerc au rayon lait, c'est de vendre une brique d'Ecoplus à 95 centimes ou une brique de C'est qui le patron à 1,27 €? Quel est l'intérêt de Leclerc, d'après vous? C'est de vendre une brique de lait à 1,27 €. Et n'allez pas m'expliquer, oui, mais la marge, le machin. Non, je veux dire, je vais faire un peu d'autorité au sens moral du terme. N'essayez pas de m'expliquer un truc qui est faux. Et celui qui peut me démontrer que Leclerc a plus intérêt au rayon lait à vendre une brique à 95 centimes Ecoplus qu'une brique C'est qui le patron à 1,25 € ou Lactel ou Candia, peu importe, voilà, mais qui vienne me voir, qui me le démontre, il repart avec ma bagnole, je lui offre. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà. Mais je suis hyper serein là-dessus. Que tu parles de chiffre d'affaires à l'unité de besoin, c'est-à-dire la brique de lait, il vaut mieux qu'en caisse, la caissière qui manipule une brique de lait pour la scanner, il vaut mieux que ça génère 1,27 € de chiffre d'affaires que 95 centimes. On va mieux écraser son salaire avec une brique à 1,27 € qu'une brique à 95 centimes. Et puis ensuite, si on parle de marge, les premiers prix sont margés à 10 au minimum, et les marques nationales ou LMDD, elles sont margées, et C'est qui le patron est margé, comme tous les autres, entre 20 et 30, pour faire simple. Donc l'intérêt du distributeur, c'est de vendre du C'est qui le patron ou du produit cher, c'est-à-dire du 4e quartile de l'offre, comme on l'appelle de la même manière l'intérêt de Leclerc, ça sera de vendre du poulet label rouge et pas du poulet premier prix. Mais la question est, Leclerc, il va vendre ce que le conso achète. Parce que Leclerc, son intérêt, ce n'est pas de mettre en rayon des produits qui l'intéressent à lui, mais qui n'intéressent pas le client. Donc, en réalité, en permanence, c'est cette espèce de curseur qu'il faut positionner entre le client, il y a une pression sur les prix, le distributeur, dans l'absolu, son intérêt, c'est de me faire acheter plutôt du poulet label rouge que du poulet Indus. Eh oui, mais si le client veut du poulet Indus, je vais finir par ne plus vendre de label rouge. C'est comme ça. Et donc, vous voyez que la facilité avec laquelle on rentre dans ce sujet des relations amont-aval dans la filière alimentaire, dire, il suffirait que Leclerc ou Carrefour ou Auchan... Eh non, les gars, ça manque d'ambition, ça. Parce qu'en réalité, le sujet, le point de départ, c'est le conso. Le distributeur, dans l'absolu, c'est le meilleur allié, parce que lui, il préfère acheter un poulet label rouge pour revendre un poulet label rouge, ou il préfère acheter une brique de lait C'est qui le patron pour revendre une brique C'est qui le patron, que d'acheter du premier prix. Ne vous trompez pas là-dessus. Et puis, en plus, il se trouve que ça me paraît tellement facile à démontrer en macroéconomie. Donc voilà, l'allié, je sais que c'est contre-intuitif, l'allié du paysan, c'est le distributeur, c'est pas l'industriel. Du coup, moi, j'ai un dernier point que j'aimerais aborder avec toi. C'est à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est une priorité et où la juste rémunération des producteurs reste un enjeu majeur, comment concilier ces deux impératifs et quel rôle peuvent jouer les responsables politiques et quel autre levier ou évolution vois-tu comme nécessaire pour y parvenir? Cette question, elle va faire écho parce que sur toute la saison, on va aussi parler d'agriculture et politique et on va faire intervenir aussi des politiques. Donc moi, j'aimerais savoir, toi, quel rôle peuvent jouer les responsables politiques ou comment tu vois les choses un petit peu? Est-ce que tu as une avis? Bien sûr, parce que je grenouille régulièrement à Paris dans les ministères pour aller soit voir des conseillers, soit des ministres eux-mêmes pour pousser les quelques idées que j'ai depuis longtemps sur le sujet. Je veux de la transparence sur l'origine. Voilà. J'ai eu la chance qu'une précédente ministre de la Conso, qui s'appelle Olivia Grégoire, se soit emparée de Balance ton origine, qui était un truc un peu fort, un peu cash, mais qu'elle en a fait Origine Info. Sauf qu'on ne peut pas l'imposer, puisque la loi européenne nous interdit d'obliger à la transparence. Mais par contre, moi, je rêve d'un politique avec un poids suffisamment fort qui réunisse un jour les industriels et qui leur dise « Ok, Origine Info, là, c'est pas obligatoire, mais je saurais me rappeler de ceux qui jouent pas le jeu. » La force du politique, c'est soit la loi, soit l'influence. On ne peut pas, par la loi, obtenir la transparence des matières premières agricoles. On ne peut pas. Voilà, Bruxelles nous l'interdit parce que ça viendrait à pénaliser des produits qui viendraient d'autres pays de l'Union. Et je ne suis pas un anti-européen. J'accepte tout à fait que le destin commun que l'on se donne avec l'Europe suppose des règles communes. Donc, ok, je ne suis pas à dire on va faire la révolution et voilà. Bon. Mais si la loi ne permet pas d'obliger à la transparence, l'influence politique peut le permettre. Je me rappelle de Sarkozy, en 2002, je crois, qui était ministre de l'économie. Donc pas président de la République. Il y avait un sujet d'inflation en ce moment-là. Et pour faire la preuve de son action politique, parce qu'évidemment, tout est calcul
dans l'action politique, parce qu'ils veulent servir, mais ils veulent que ça les serve aussi, je veux dire. Et je ne jette pas la pierre, je trouve ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Sarko réunit les patrons de la distribution à Bercy un après-midi en disant, bon, les gars, là il va falloir faire un accord de modération des marges parce que les prix s'envolent. Bon, les distributeurs, évidemment, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'il faut baisser les marges, hein, comme tout acteur économique, voilà. Et donc il leur dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous obliger à ça. Je ne peux pas vous obliger à modérer vos marges sur X produits pour donner ce sentiment que, vous voyez, on lutte contre l'inflation. Il dit, je ne peux pas vous obliger. Par contre, ce soir, je fais le 20h. Ben, si certains ne jouent pas le jeu, ou si vous ne jouez pas le jeu collectivement, je le dirai. Je vous laisse 1 heure pour discuter entre vous. Ben, résultat des courses, il a obtenu un accord collectif de modération des marges. C'est aussi bête que ça. Donc moi, je rêve d'un politique, vous allez me pardonner, qui mette ses couilles sur la table, sur un sujet qui le mérite. Parce que le sujet agricole, la souveraineté alimentaire, dont moi je parle depuis très longtemps avec Balance ton origine, et qui désormais est un sujet grand public, accepté, compris. Donc le terreau, il est fertile pour ça. Allez-y, sortez-les, mettez-les sur la table. Et vous prenez tous les industriels dont vous voyez que des matières premières qui sont fabricables, qui sont produites, qui peuvent être produites, pardon, en France ne le sont pas. Vous allez voir un industriel qui fait des nuggets, et vous voyez, mais dis donc, pourquoi le poulet qui est dans le nuggets, il n'est pas français, là? Et pourquoi tu ne le dis pas? L'autre, il fait du bœuf à la bolognaise ou je ne sais pas quoi, et le bœuf, il est allemand. Et pourquoi tu ne le dis pas? Dites-le. Sinon, je le dirai. C'est le name and shame. Donc moi, je fais du name and shame, mais je suis libre de le faire. Mais je rêve d'un politique qui le fasse. Là, ça aurait de la gueule. Et là, ça ferait changer. Et donc, moi, je rêve qu'un jour, le syndicalisme agricole pousse un ministre de l'Agriculture à faire du name and shame sur l'origine des matières premières, y compris dans les produits qui sont faits par des coopératives. Bon, on viendra peut-être te chercher dans quelques années pour que tu... Mais ça illustre bien ce que je raconte, et la dernière pique sur les coopératives, que là, le sujet, c'est pas la distribution. Quand je vois une coopérative de l'ouest de la France qui fait du nuggets avec du poulet qui n'est pas français, j'ai quand même le sentiment qu'on marche sur la tête. Je ne dis pas qu'elle a tort. Moi, je vois que le résultat, elle n'arrive pas à installer des nouveaux poulaillers parce que la loi est difficile, l'ex-loi Duplon ou feu la loi Duplon, je ne sais pas comment il faut l'appeler, a rendu un peu plus facile le truc. Mais c'est-à-dire, elle-même a plein de difficultés pour produire en France, mais on marche sur la tête quand une coopérative agricole française fait venir du poulet de Pologne pour faire des nuggets ou du cordon bleu. Sans le dire de manière explicite. Parce que si on me le disait avec un gros logo, Pologne, comme on me le dit quand c'est français, la demande des consos, elle serait changée. Tout ça pour vous dire que le vrai responsable, le seul qui est à même de changer les choses, c'est le conso. Et donc chaque fois qu'on se focalise par corporatisme contre tel ou tel maillon de la filière, on oublie qu'en réalité, le seul qui doit changer, c'est le conso. Mais il faut lui donner des raisons de changer. Parce que spontanément, il ne va pas accepter de payer plus cher sans se dire que ça le vaut. Ça n'existe pas. La charité, oui, ça peut exister, mais très très ponctuellement. On donne tous une fois par an pour la collecte des banques alimentaires ou des restos du cœur. Oui, mais vous n'allez pas donner toutes les semaines la moitié de vos courses. Après cet échange riche, on mesure à quel point les comportements d'achat ne sont jamais anodins. Entre contraintes économiques, arbitrage quotidien et attentes sociétales, le consommateur est au cœur d'un système complexe, dont la grande distribution est à la fois le reflet, l'acteur et parfois le verrou. Avant de se quitter, Olivier, j'aimerais te poser 3 questions pour conclure sur une note personnelle et inspirante. Si tu devais casser une idée reçue de la consommation alimentaire ou la grande distribution en une phrase choc, ce serait laquelle? Ah, je l'ai dite déjà. Amis paysans, vous n'avez toujours pas compris que les distributeurs sont votre meilleur allié. C'est choc, mais il faut écouter ce que j'ai dit avant pour comprendre et pour avoir le sens de la démonstration. Il faut arriver jusqu'à la fin du podcast. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à continuer ta mission d'analyse et de décryptage du monde de la grande conso? C'est pas une mission, d'abord, parce qu'il y a un côté un peu messianique que je ne revendique pas. Qu'est-ce qui me motive tous les jours? C'est que ça me plaît. C'est que je suis heureux de travailler. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je ne travaille pas. Et que du coup, je n'ai pas besoin de temps de repos, puisque quand on ne travaille pas, on n'est pas fatigué. Et donc, si on n'est pas fatigué, on n'a pas besoin de s'arrêter. Donc, ce qui me motive, c'est juste de faire que ce qui me plaît. Et enfin, aurais-tu une ressource à recommander à nos auditeurs et auditrices? Un livre, un article, un podcast qui éclaire le sujet abordé aujourd'hui?
De manière très immodeste, tout ce que je produis et qui est en libre accès à 95% me paraît déjà être une bonne source de compréhension de la conso. Alors c'est très immodeste, mais comme je revendique quand même d'être celui qui produit le plus de contenu sur le commerce et la conso, et dont la plus grande part est en libre accès, voilà, parce qu'on vit bien quand même, donc c'est que je dois être capable de pouvoir donner tout ce que je produis, donc que ça soit ma chaîne YouTube, LinkedIn, Twitter, mon blog, peu importe, voilà, ou ce que je fais en radio-télé. Une très très grande part est en libre accès et j'espère que ça éclaire la conso. Parce que si pour le coup ça n'éclaire pas la conso, là je suis mal barré parce que ça fait 30 ans que je suis convaincu de le faire. Si, ça éclaire. Hier midi, on a parlé de toi au barbecue sur la colle UHU avec le papier doré et l'autre colle où mes amis m'ont dit « Oh là là, mais du coup, c'était trop bien ce post juste avant la rentrée. » Donc ça éclaire. Si éclairer, c'est rendre visible des choses qu'on n'avait pas vues, là j'en suis content. Donc, je continue encore un peu. Bon, et on te retrouve à la télé et à la radio ? Tous les matins à 8h40 avec Thomas Soto dans la matinale d'RTL. Tous les matins de 10h à midi, sauf une ou deux jours de temps en temps, mais entre 10h et midi, donc avec Julien Courbet sur RTL et sur M6. Et puis, une dizaine de fois dans l'année pour des primes, c'est-à-dire à 21h, des émissions en prime avec Julien Courbet toujours, sur M6. Une émission de jeu qui s'appelle J'en connais un rayon. Et un magazine sur la conso qui s'appelle À quel prix ? Et avec ça, ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris ce temps aujourd'hui à Toulouse, dans notre école, à Purpan, d'être venu. C'était un plaisir d'avoir cet échange. À Purpan. Merci. Et voilà, ce premier épisode de notre nouvelle saison touche déjà à sa fin. Un grand merci à Olivier Dauvert pour cet échange passionnant et éclairant. Ensemble, nous avons plongé dans la réalité des comportements d'achat, des stratégies de prix et du rôle central, parfois ambivalent, de la grande distribution. Ce premier épisode nous montre à quel point les choix des consommateurs, leurs contraintes économiques et leurs aspirations peuvent avoir un impact direct sur la chaîne de valeur alimentaire et agricole. Dans cette saison, Agriculture et politique, nous avons choisi de poser des questions pour avancer vers une juste rémunération des acteurs amont du système alimentaire. Et pour cela, il nous semblait essentiel de commencer par celles et ceux qui achètent chaque jour, les consommateurs. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode, toujours centré sur les comportements de consommation avant de plonger dans le monde des décideurs politiques. En attendant, continuons de réfléchir ensemble, de questionner le système et surtout de faire réseau. À très bientôt dans Au cœur du réseau ou lors des événements Purpan Alumni. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.